Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour savoir comment ONE réconcilie les données clients pour mieux servir ses usages avec la solution de Stibo Systems. Je suis ravi d'accueillir Magali Corbier-Gébé, Chief Data Officer chez ONE. Bonjour Magali. Bonjour Olivier, merci pour l'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Et donc moi-même, Olivier Joly, je suis responsable de compte Stibo Systems pour ONE. Magali, pouvez-vous présenter ONE et votre rôle de Chief Data Officer ? Oui, alors juste en quelques mots, j'aimerais bien démarrer par un petit sondage dans la salle. Est-ce que vous connaissez ONE ? Est-ce que c'est une marque qui vous parle ? On est bien, merci. Bravo. Donc ONE, du coup, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose. On est une entreprise donc, du secteur financier spécialisée dans les paiements et particulièrement aussi le crédit à la consommation. On a quelques autres services que je ne vais pas forcément détailler ici. On existe depuis une quarantaine d'années. ONE a été fondé en 1983 et on opère sur la zone européenne. Donc pas seulement en France, mais aussi avec quelques filiales sur quelques autres pays européens, notamment l'Espagne, le Portugal, la Pologne, pour en citer quelques-uns. Alors, être Chief Data Officer chez ONE, c'est un métier qui est passionnant déjà, et je le résume dans l'enjeu, l'objectif, la stratégie qu'on s'est donnée au niveau de la direction, c'est de permettre à nos utilisateurs métiers dans les différentes directions de l'entreprise de pouvoir utiliser les données en toute confiance, d'être à l'aise avec ces données pour en tirer de la valeur, en tirer des usages et donc mettre la data au service du business. Merci Magali. Vous avez déjà commencé à répondre, mais finalement, pourquoi la gestion des données elle est devenue aujourd'hui un sujet stratégique chez ONE ? Alors moi, je dirais que chez ONE, la donnée a toujours été un sujet stratégique. Ce n'est pas particulièrement récent. J'ai compris que vous nous connaissez un petit peu, donc vous savez peut-être aussi que dans notre façon de fonctionner, on est dans un modèle qu'on appelle B2B2C. Donc nos premiers clients sont des marchands qui ensuite proposent sur leur site internet, dans leur magasin, nos solutions de financement. Et donc c'est à ce moment-là que le client final, le 2C, arrive en relation avec ONE. Et donc vous l'avez compris, notre relation, elle n'est pas directe, elle n'est pas physique avec nos clients. Et dans ce cadre-là, évidemment que la data est un actif particulièrement clé pour derrière entretenir notre relation client et pouvoir étendre l'offre, étendre les souscriptions de nos clients et avoir une relation durable. Merci. Alors du coup, on le comprend, vous aviez déjà une solution MDM. Et finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à chercher une nouvelle solution ? En fait, on a posé un diagnostic. Donc, vous l'avez compris, la donnée et donc la donnée client sont particulièrement importantes dans notre quotidien et pour l'ensemble de nos métiers. Et le diagnostic qu'on a posé, c'est qu'effectivement, notre référentiel, alors je peux encore dire référentiel actuel sans dévoiler la suite de la présentation, il n'est pas encore tout à fait passé, mais donc notre référentiel nous pose un certain nombre de problèmes, non pas par rapport à la solution en tant que telle qui ne serait pas adaptée, mais notamment la façon dont elle a été implémentée, dont les choses ont évolué dans le temps. Et le constat que l'on pose aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de doublons, des problématiques de qualité de données. On l'a entendu peut-être vous aussi dans différentes conférences aujourd'hui. On parle d'IA, on parle d'usage de la donnée, mais le cœur de tout ça, c'est de pouvoir reposer sur des données qui sont fiables, qui sont cohérentes, qui sont solides, données en lesquelles on doit pouvoir avoir confiance. Et donc, pour illustrer un petit peu les problématiques de qualité de données que l'on rencontre, avec notamment des doublons par rapport à la souscription de produits que peuvent faire nos clients, eh bien, ça engendre des problèmes de connexion sur notre application pour ces mêmes clients. Ça engendre des difficultés à avoir une vision transverse et complète par ses clients des produits détenus, encore une fois sur l'application. Et donc là, quand on ne sait pas bien vous restituer les produits que vous détenez, le sujet de la confiance, vous le voyez bien, commence à pointer. Et puis également pour nos équipes de la relation client, par exemple, des problématiques aussi du quotidien. Quand un client appelle au téléphone nos services relations clients, eh bien, savoir de quelle fiche client on parle quand vous en avez plusieurs qui montent sur le poste de travail, c'est tout de suite un travail qui est assez fastidieux. On a des problèmes d'efficience, d'efficacité et donc des coûts de traitement aussi qui sont allongés. Et un dernier petit exemple peut-être, pour les usages de la donnée, on pense par exemple aux usages du marketing. Eh bien, même chose, si on n'a pas une vue golden, fiable, centralisée autour du client et des données qui lui sont associées, eh bien, ça devient tout de suite un challenge un peu plus compliqué de mener les bonnes opérations marketing.
Merci, on voit que le périmètre est large. Et donc, si on justement on passe sur le projet, quels étaient les grands objectifs du projet Golden Customer Data Foundation? Oui, on aime bien les titres un peu sympas pour nos projets. Donc celui-ci, c'est devenu GCDF parce que dire à chaque fois Golden Customer Data Foundation, c'était assez important. Mais c'était assez long, pardon, mais les mots sont importants. C'est vraiment d'avoir une donnée golden, que ça fasse partie de nos fondamentaux et de nous assurer donc de cette confiance dans la donnée. Je vous ai mis un petit dessin ici. Alors, il est un peu moins fun que les photos que vous avez eues avant. C'est la réalité de ce que l'on a pu dresser en termes de constat de circulation de la donnée client dans notre système d'information. Ce n'est pas pour que vous puissiez rentrer dans le détail du schéma, mais juste vous illustrer, quand on dit un plat de spaghettis, on est bien face à un plat de spaghettis. Et donc ce sujet du référentiel client pour nous, ça n'est surtout pas qu'un sujet de mise en place d'un outil. Pardon Olivier, c'est bien plus que ça. L'outil est un moyen, évidemment, mais les enjeux que l'on a derrière sont bien plus larges. On a voulu, par ce projet, simplifier notre architecture existante. Fini le plat de spaghettis, quelque chose de clair, avec un référentiel qui joue bien le rôle de maître sur l'ensemble du système d'information. Le dire, ça tient en une phrase. Le faire, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long, parce que vous l'imaginez bien, derrière tout ça, il y a de l'activité, il y a la vraie vie, en fait, de Honnet et de sa relation client. On s'est dit également qu'on ne pouvait pas faire ce genre de projet sans embarquer les besoins de nos métiers qui vont au-delà d'avoir cette vue golden que j'évoquais à l'instant. On parle également de notions de temps réel ou quasi-temps réel. Quand un client appelle à la relation client parce que la veille au soir, il est tombé en échec sur un paiement et il veut savoir si le paiement est bien passé ou pas sur l'achat, je ne sais pas, par exemple sur vente privée, sur VP, quand la relation client lui répond « Désolé, je n'ai pas encore bien la vue à jour par rapport à ce que vous avez fait hier soir, rappelez dans quelques heures », c'est quelque chose qui est quand même assez embêtant. Donc on avait dans ces problématiques pour la mise en place de notre nouveau référentiel client posé le point du temps réel ou du quasi-temps réel. Vous avez peut-être vu dans les slides tout à l'heure, les clients Honnet, on compte en millions, on est autour de 7 millions de clients. Donc vous imaginez également la volumétrie que ça peut drainer. Et puis l'activité, elle est à la fois en magasin et online, donc c'est du 24/7. Et on est tenu, pour avoir ce référentiel client pleinement opérationnel, de faire des opérations de match and merge, de comparaison des informations qui arrivent dans le cadre de souscription de produits avec les clients que l'on connaît déjà, donc sur des fortes volumétries. On parle là de plusieurs dizaines de millions de données à pouvoir rapprocher et d'une manière assez rapide pour dire aux clients bah oui, on vous connaît déjà, ou non, on crée une nouvelle fiche client. Et donc ça, c'était aussi un de nos enjeux, d'avoir la capacité à être au plus proche du temps réel et de la comparaison de données à ce niveau-là. Et puis le sujet de la gouvernance et de la qualité de données, c'est pas que sur notre référentiel client. On a lancé une démarche pour être en meilleure gouvernance donc de l'ensemble de nos données. Et bien évidemment, cette démarche s'applique aussi sur les référentiels clients et on s'attache à respecter nos obligations réglementaires, RGPD en particulier. Merci, on voit qu'on est vraiment sur un projet d'entreprise. Si on revient sur la mise en œuvre, qu'est-ce qui vous a convaincu de choisir Stibo Systems et vos partenaires en général ? Effectivement, donc Stibo est un partenariat avec un intégrateur, je peux le citer. Absolument. On a donc choisi de travailler pour la mise en œuvre de ce nouveau référentiel client avec Harris en tant qu'intégrateur de la solution STEP de Stibo. Et donc effectivement, pour nous, c'était un gage de succès de pouvoir s'appuyer sur un intégrateur qui connaît bien la solution, qui nous a également accompagnés, je vais y revenir encore un peu après, dans la démarche de mise en œuvre. Et un autre élément clé, Olivier, vous le disiez à l'instant, c'est un sujet d'entreprise. Ce n'est pas un sujet de direction IT ou de direction data, c'est vraiment un sujet de l'ensemble des directions métiers de l'entreprise. Et donc, on a posé très rapidement une organisation transverse en impliquant nos directions métiers. Je vous en ai listé ici une partie, le marketing, la relation client, bien évidemment, les risques aussi, pour nous assurer qu'on embarquait bien l'ensemble des besoins dans la mise en place de ce projet. Et puis sur le mode de fonctionnement, on n'a pas inventé quelque chose de très original, mais on sait bien sûr appliquer les méthodes agiles avec un fonctionnement par incrément, parce qu'on y reviendra après, c'est un projet de longue haleine, et il faut aussi qu'on puisse démontrer des victoires au fur et à mesure qu'on avance dans ce projet, pour garder les équipes motivées, pour montrer à notre direction générale aussi que le but est un peu plus loin, mais on a déjà des premiers pas qui produisent leur effet. Et donc voilà, ce fonctionnement par incrément s'est imposé de manière assez évidente.
Et peut-être un dernier point sur cette diapo, si on est encore bon dans le timing. J'ai ajouté ici un point qui a été important pour nous, c'est qu'en fait, dans notre organisation sur les méthodes agiles, donc on fonctionne avec des squads, et comme ce sujet par nature est extrêmement transverse, on a beaucoup de squads qui sont impactés par les besoins que l'on a pour la mise en place de ce référentiel client. Et donc, un des challenges, c'est aussi d'avoir la bonne coordination dans les roadmaps et les incréments de nos différentes squads pour nous assurer que toutes les planètes soient alignées en termes de planning. Et ça également, c'est un challenge qu'il faut suivre de près. J'imagine. Alors, on voit qu'on a un projet MDM client qui se déploie, on a un système existant, on a un système cible, on a beaucoup de données. Et bien, pour ces projets, on sait aussi que la migration des données, c'est quelque chose de critique et d'essentiel. Quelle a été votre approche sur le sujet ? Effectivement, comment on passe du point A au point B, tant qu'à faire, sans faire de casse ? Plusieurs façons, on aurait pu, et on a posé l'hypothèse pour voir ce que ça impliquait pour nous, faire une opération Big Bang. On passe de l'un vers l'autre, et au passage, on prend les données dédupliquées, le match and merge fait correctement sur la nouvelle solution. Comme ça, on est rapidement à la cible, on est rapidement dans notre monde idéal, celui que l'on vise. Mais en fait, cette solution-là, elle comporte quand même énormément de risques. C'est le bang. Le passage en Big Bang, alors déjà, ça peut être le bang et pas juste le Big Bang, et le trou noir, on préfère éviter. Non, mais surtout par rapport, je vous montrais tout à l'heure, la donnée client, le plat de spaghettis, la donnée client, elle est partout dans notre système d'information. Si demain, là où vous aviez des doublons, des triplés ou plus de clients, c'est chouette, on a tout fusionné, oui, mais l'impact sur l'ensemble de nos outils est tel qu'on prenait un risque si on faisait cette opération-là qui était beaucoup trop important. Et puis, l'ensemble de nos chiffres, de tous nos outils, de tout notre système d'information, finalement, aurait pu être mis à mal et on prenait des risques à de trop nombreux endroits. Donc, on a pris une approche un peu différente. Une approche qu'on appelle, nous, rotation des données, rotation du stock, reprise au fil de l'eau. Vous me disiez tout à l'heure que vous nous connaissez un petit peu quand même, il y avait plusieurs mains levées. Et donc, vous savez que dans nos produits, les produits que propose Onet, pas mal d'entre eux sont sur une durée qu'on peut estimer relativement courte. On n'a pas que ça, mais on a notamment du BNPL, Buy Now, Pay Later. D'accord ? Vous êtes sur certains produits sur du financement en 3 fois, 4 fois. Donc finalement, on est assez vite au bout de cette souscription et de ce contrat. Et donc, alors, tous nos clients ne sont pas sur du 3-4, mais on a quand même une rotation de stock par rapport à d'autres secteurs d'activité, bancaires ou autres, où le stock est beaucoup plus stable avec des produits beaucoup plus longs. Cette rotation de stock nous permet aussi de nous dire que, finalement, en faisant le match and merge plutôt sur les nouveaux entrants, les nouveaux clients, eh bien, notre stock va se mettre à jour et devenir propre assez rapidement. On estime que pour avoir une situation satisfaisante, en 12 à 18 mois, on devrait être déjà plutôt pas mal. Et donc, entre le Big Bang et la grosse prise de risque et le 12 à 18 mois pour clarifier la situation, on a préféré partir donc sur cette notion de fil de l'eau et de reprise progressive du stock. Et puis, il y a un autre point dans la question. On a des outils qui produisent de la donnée client, tous nos parcours de souscription. Et on a des outils qui utilisent la donnée client. Les outils de nos équipes relations clients, les outils derrière de nos data scientists, data analysts, etc. Et donc, nous, on appelle ça les producteurs et les consommateurs de la donnée. Et là aussi, on a séquencé les choses. On a déjà fait une reprise d'historique pour lancer la connexion avec tous les producteurs de données. Et la partie consommateur viendra dans un second temps. Donc, on fait une mise en production à blanc en gardant les deux systèmes côte à côte, en ayant connecté les producteurs pour observer comment se comporte le nouveau référentiel. Et ensuite, on fait la mise en production des consommateurs. Merci, c'est clair. Et puis, effectivement, on voit que c'est compliqué, cette reprise de données. Sur ce projet, vous avez mis d'autres choses en œuvre que le projet lui-même. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre en plus et quels bénéfices, finalement, vous observez déjà à l'intérieur de l'entreprise ? Effectivement, je commençais à vous le dire tout à l'heure, c'est un projet de longue haleine et donc il faut que l'on montre des victoires au fil de l'eau, progressivement. Et puis, quand on mène un projet de ce type-là, finalement, on est amené à reposer beaucoup d'éléments et à se rendre compte de certaines choses qu'on peut aussi améliorer sans être uniquement sur la phase finale et la cible. On a des choses assez classiques qu'on attendait dans le projet, typiquement reposer les règles de match and merge.
Sur notre référentiel actuel, pour rapprocher les données clients, on est plutôt sur un rapprochement strict. Le nom est le même, le prénom est le même et on accepte assez peu, voire pas d'écart. Et il n'y a pas que le nom-prénom, mais c'est pour illustrer. Avec la solution STEP de Stibo, on a un système qui permet de faire du rapprochement avec des algorithmes en intégrant de la logique floue. Donc le client peut s'être trompé dans la façon d'écrire son nom ou son prénom, son adresse mail. On arrive par des indices de confiance à repérer que c'est le même client. Donc le calage de ces règles de match and merge, ça fait partie de ce qu'on attendait dans le cadre de ce projet. On a également intégré du monitoring sur la qualité de données, ce qu'on avait peu précédemment et qui fait partie de la solution de Stibo, et donc on a accueilli grand volontiers. Et puis on en a profité, je vous disais, pour avoir d'autres victoires. Alors, je ne sais pas chez vous, mais nous, maintenant, on peut l'écrire parce qu'on l'a traité. On avait des problématiques d'épuration de données. Il y avait des données qu'on était censé ne pas conserver. Et voilà, notre système actuel ne faisait pas cette épuration. Donc dans le cadre du projet, déjà, on a commencé par, pour s'alléger aussi la migration, épurer tout ce qui devait être épuré. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution STEP de Stibo va nous permettre de faire cette épuration au fil de l'eau. Donc on n'aura plus besoin, une fois de temps en temps, quand on y pense, quand on a un projet, de faire la grosse épuration. On va l'avoir de manière continue. Donc ça, c'est un apport également du projet. Et puis, je vous le disais, le référentiel précédent a été mis en place donc, il y a quelques temps, il a vécu, et puis dans ce cadre-là, on a pu lui accoler des fonctionnalités qui n'étaient pas tout à fait celles du départ, mais on s'est dit que ça allait quand même bien à cet endroit-là. Chez nous, c'est par exemple la mise en place d'une base contrat juste à côté du référentiel client. C'est la mise en place de micro-référentiels, vous savez, ces référentiels pays, des choses comme ça, qui sont plutôt des référentiels statiques. Eh bien, ceux-là, on a également traité le point et on les a gérés d'une manière différente avec une gouvernance spécifique. Donc c'est important, effectivement, dans le cadre de ce type de projet, de bien repérer les éléments qu'on peut apporter en complément et qui produisent aussi de la valeur. Merci Magali. On voit effectivement qu'on n'est pas sur la mise en place d'une simple base de données, ça va beaucoup plus loin. Vous en êtes où aujourd'hui dans ce projet et quels sont aussi les autres chantiers sur la donnée qui vous attendent chez Onet ? Alors, effectivement, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est un projet de longue haleine. Alors j'aime bien, la destination, c'est pas ce qui est important, c'est le voyage. On fait des choses tout au fil du chemin. Et on a démarré, en fait, et voilà, je vous le donne en transparence à ce niveau-là, c'est un projet qui a germé chez nous depuis fin 2022. Ça peut paraître loin, mais en fait, entre fin 2022 et aujourd'hui, on a accompli déjà beaucoup de choses, et c'était des étapes qui étaient indispensables et qui étaient nécessaires. Donc si je refais un peu le fil, premier trimestre 2023, on s'est posé sur le cadrage. Important de bien identifier les personas, les cas d'usage métier, ce à quoi on a besoin de répondre, quels sont les impacts en termes IT. Et en mars 23, on n'avait pas encore bien cartographié le plat de spaghettis que je vous montrais tout à l'heure, mais on commençait à voir un peu les grandes lignes. On a lancé ensuite un appel d'offres, et donc on a choisi de travailler avec Stibo à l'été 2023, avec Harris, c'était une proposition conjointe. Et puis ensuite, on a commencé à rentrer dans le projet, modéliser les règles de gestion, le match and merge, toutes ces choses assez classiques dans ce type de projet. Et c'est aussi là qu'en rentrant dans le détail, on a levé des problématiques et on s'est assuré qu'on les prenait également en compte. On a fait un gros travail de cartographie du système d'information. On a donc épuré nos données. On a également débranché d'anciens systèmes qui étaient restés un peu connectés sans qu'on en ait réellement besoin. Donc voilà, on a fait beaucoup de ménage à ce moment-là. Et on a en parallèle travaillé sur l'intégration de la solution STEP. On est encore sur le chemin. Je vous évoquais tout à l'heure les 2 étapes. Mise en production à blanc, on vise mars 2026. On a encore des travaux à finaliser avant de pouvoir réaliser cette étape-là. Et on espère, on est calé pour avoir une mise en production effective et complète en juin 2026. Donc le chemin complet, c'est effectivement quelques années. Ce n'est pas incohérent dans ce type de projet. Et surtout, derrière, je vous l'ai noté ici, on ne va pas s'arrêter en juin 2026 parce que ce genre d'outil, ce genre de projet doit continuer à être entretenu. Et donc, on bascule complètement dans le mode produit sur une squad qui intègre toute la partie connaissance client pour nous assurer qu'on reste à jour, qu'on intègre bien les nouvelles fonctionnalités, les besoins métiers et qu'on ne dérive pas comme on a pu dériver par le passé. Merci Magali, merci de nous avoir emmenés dans ce voyage, parce que c'est un voyage. Et est-ce que vous voulez bien rester un petit peu pour répondre à quelques questions ?
Oui. Merci. Merci pour votre écoute. Y a-t-il des questions? Oui, bonjour, j'ai une question. Merci. Merci. Oui, je voulais juste savoir pourquoi vous avez choisi Stibo et Harris. Donc, quelles a été les étapes et pourquoi cela? 2, quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés sur ce voyage? Je suis sûr qu'il y en avait beaucoup. Et pour un projet comme ça, il faut, au niveau valeur, on parle de quoi? Ok, très bien. Valeur financière. Sur la partie donc choix du couple Harris-Stibo, en fait, la solution qu'on a actuellement, on savait qu'on ne pouvait pas rester dessus. C'est une solution on-prem et on devait de toute façon bouger à minima pour faire une migration sur la solution cloud. Et donc, on avait une opération de migration à faire. Déjà, ça, c'est dans le point de départ, complété par le constat que je partageais tout à l'heure sur les doublons, la qualité de données. Et donc, on a lancé un appel d'offres en posant, grâce au cadrage qu'on avait fait précédemment, nos prérequis, nos attentes. En termes de rapidité, en termes de règles de match, enfin les éléments que j'ai pu vous citer au fil de la présentation. On a eu plusieurs propositions et puis là, voilà, on a posé une grille d'évaluation, des soutenances de manière assez classique jusqu'à arriver au choix. Et pour nous, c'était important, je peux peut-être souligner ça, d'avoir vraiment dans la soutenance un couple intégrateur-éditeur. On ne voulait pas, c'était un choix de notre part, de choisir d'une part un éditeur, d'autre part un intégrateur. On voulait vraiment que la proposition, elle soit conjointe et solidaire. Et je pense que si c'était à refaire, on le referait de la même façon. Parce qu'on sait que dans ce genre de projet, voilà, effectivement, c'est long et derrière, on a besoin que tout le monde reste aligné et qu'on garde bien le sens et la mobilisation. Oui. Les obstacles, je vous en ai déjà cité quelques-uns. Le SI tel qu'il était, c'est un obstacle en tant que tel. On n'arrive pas du jour au lendemain, la nouvelle solution, on branche et c'est parti. On avait dès le départ identifié que ce serait un projet de longue haleine, mais on n'avait pas l'exhaustivité de toute la façon dont la donnée client circulait, de toutes les interactions, encore une fois l'image que je vous ai présentée tout à l'heure. Et pour autant, on s'est dit, il faut qu'on se lance et on va découvrir des choses dans le fil du projet, au fil de la route. Donc ça a fait partie ensuite, à mesure qu'on découvrait des éléments, parfois d'un certain nombre d'obstacles, de dire ce sujet-là, comment est-ce qu'on le prend, comment est-ce qu'on va le traiter, est-ce qu'on le prend maintenant? Il y a un risque aussi qui est dans ce genre de projet d'embarquer très large tous les problèmes plus ou moins de qualité de données qu'il peut y avoir autour. Et donc, on a eu une vigilance à embarquer ce qui était strictement lié à la donnée client et au référentiel. Donc, dans les obstacles, la difficulté difficulté de notre SI. Obstacle aussi, s'assurer que tout au long de la route, on garde tout le monde mobilisé. C'est de longue haleine et on sait que les priorités de l'entreprise, elles sont également elles sont importantes, elles sont business, elles sont fortes à ce niveau-là et les équipes ont d'autres sujets que celui-ci. Et donc, dans les points de vigilance qu'on a eu à cœur de garder, c'est d'avoir toujours cette boussole que la donnée client, elle est essentielle, elle est contributrice aux différents projets de l'entreprise. Et donc, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas se permettre de dévier par rapport à ce projet. Quand je le dis comme ça paraît assez facile. En réalité, c'est vraiment des discussions, des échanges du quotidien pour s'assurer qu'on ne le perd pas de vue. Un des grands risques, je pense, par rapport à ce type de projet, c'est petit à petit de le mettre moins en priorité et finalement qu'il n'aille pas au bout. Donc, vraiment garder le focus et s'assurer que toutes les équipes contributrices restent bien mobilisées. C'est les deux éléments comme ça principaux que je poserai. Quant au calcul de la valeur, alors on n'a pas forcément, j'ai pas un chiffre de ROI pur là à vous annoncer parce que en fait c'est diffus à différents endroits de notre relation client. Que ce soit le client directement quand il se connecte à son application au nez, et ça, j'allais dire, la confiance que le client peut nous accorder avec les données fiables et ce que ça permet en termes de fluidité de connexion, en termes d'échange au travers de cette application et de visibilité, je dirais presque que ça n'a pas de prix. C'est la confiance que le client nous accorde. Et puis nos équipes de relations clients qui n'ont plus à naviguer entre N-fiches, ça, on pourrait, et on avait commencé à le chiffrer, de dire on va gagner un temps important et donc on pourra prendre plus d'appels, on pourra apporter des réponses qui soient plus pertinentes. Mais donc il y a à la fois de l'efficacité opérationnelle, de la confiance client, nous assurer également qu'on prend les bonnes décisions. Dans nos analyses sur les souscriptions clients, vous imaginez, on regarde le risque.
Si on a une vue partielle du client et de sa détention, il se peut qu'on prenne la mauvaise décision et ça, pareil, ça apporte aussi de la valeur. C'est juste quelques exemples que je cite comme ça. Et donc, on s'est assuré aussi, je reviens un peu en même temps sur les écueils à éviter, les facteurs clés de succès, s'assurer aussi qu'on a bien une direction qui porte cette notion de relation client. Et là, je parle d'une direction métier. Nous, direction data, on est intimement convaincus, mais on n'a pas cette préhension sur la donnée vraiment qui porte la relation client. Et donc, chez nous, c'est notamment la direction digitale qui s'est particulièrement investie pour porter cette valeur et embarquer l'ensemble de l'entreprise. Merci Magali. Ça répond à votre question. Une autre question? Magali, comment vos équipes métiers ont-elles accueilli le projet et quels conseils donneriez-vous pour bien accompagner le changement? Bonne question. Ouais, les équipes métiers, merci pour la question, elles sont effectivement clés. Et pour nous, c'était important de les embarquer dès le départ. Donc, dès cette phase de cadrage, de recueillir leurs irritants autour de la donnée client. Et là, je dirais, c'est vraiment pour l'ensemble des directions de l'entreprise. Je vais vous citer une anecdote. Une fois, quand j'étais, et elle est réelle, quand j'étais à l'accueil de Honey, il y a des personnes qui font l'accueil, comme dans toute entreprise, et elles étaient en train de discuter. Il y en a une des deux qui venait de raccrocher avec un client. Alors, les clients ne sont pas censés appeler dans nos bureaux, mais ça arrive, et c'est le cas, je pense, dans toutes nos entreprises. Enfin, sont censés appeler la relation client et pas l'accueil. Et elle venait de raccrocher, elle disait à sa collègue, j'ai eu un client au téléphone, j'ai bien noté son numéro, et puis des informations, nom, prénom, pour qu'on puisse le rappeler. Et donc, on va transmettre ça aux équipes de la relation client. Et sa collègue, qui avait un peu plus d'ancienneté, a réagi assez vivement en lui disant « Oh là là, mais tu n'as collecté que quelques informations, on va avoir du mal à retrouver la fiche client. » Et là, je me suis dit « Waouh !» Jusqu'aux équipes de l'accueil, en fait, cette problématique de qualité de données, elle résonne parce qu'elle pose derrière des problématiques d'identification, de pouvoir recontacter, etc. Et donc, c'est pour dire que l'implication des métiers, alors bien évidemment, on n'a pas mis les personnes de l'accueil dans le projet, mais on s'est assuré d'avoir toutes les directions métiers impliquées dès le départ, de les garder avec nous tout au long du projet, de prendre le temps de décrire les cas dans lesquels ils ont des irritants par rapport à la donnée client et de s'assurer qu'on les traite. Donc ça, c'est vraiment très important. Et si j'avais un conseil à donner, ne pas lâcher, persévérer, s'assurer qu'on garde le cap, avoir vraiment cette boussole sur ce qu'on veut obtenir par ce projet-là, que ce soit clair, et qu'on s'assure aussi, ce qui est le cas chez nous, du sponsorship jusqu'au plus haut niveau sur ce genre de projet. Merci Magali. Et maintenant, on va retrouver la personne, même avec des informations minimales à l'accueil. C'est la bonne nouvelle. Et je crois qu'on arrive au bout. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour votre attention. Merci Olivier.